C'était le 15 mars. Un violent cyclone dévastait le Mozambique, le cyclone Idai, suivi 6 semaines plus tard de Kenneth. Pendant plusieurs jours, des milliers de sinistrés ont vécu dans des zones noyées d'eau sale, de l'eau croupie qui favorise la propagation des épidémies. Le 1er avril, les autorités sanitaires annonçaient que le premier cap des 1000 personnes contaminées par le choléra était franchi et un premier mort. Ailleurs en Afrique, en République démocratique du Congo, le 26 mars, c'est un autre cap qui a été atteint, celui des 1000 morts du virus Ebola. Une épidémie qui se propage au gré des violences des milices par l'incapacité de garder les malades en quarantaine. Des maladies explosives qui déstabilisent les pays, provoquant des psychoses et bouleversant le déplacement des personnes. Combien de victimes ces virus ont-ils fait ces 40 dernières années et quelles sont les inquiétudes des chercheurs sur les épidémies de demain? Le Monde Afrique fait le point. On les connaît sous les noms d'Ebola, fièvre de Marbourg, dengue, fièvre jaune, fièvre de Lassa. Des virus aux manifestations violentes, forte fièvre, diarrhée, vomissements et mort rapide si un traitement n'est pas administré dans les plus brefs délais. Le dénominateur commun, toutes sont des fièvres hémorragiques dont le réservoir est une espèce animale, le singe, la chauve-souris, le moustique ou le rat. Pour Ebola, ce qu'on sait, c'est que la transmission se fait beaucoup à partir de grands primates qui sont infectés. Donc là, on parle de chimpanzés, de gorilles. Et les chasseurs s'infectent au contact de ces animaux et vont ramener la maladie dans leur village. Ce qu'on soupçonne, c'est qu'au-delà des grands primates et également des antilopes qui ont été décrits pour Ebola, il y aurait un réservoir animal plus distant qui serait très vraisemblablement la chauve-souris. On en est quasi certain, même si on n'a pas la preuve formelle, si on veut être extrêmement rigoureux scientifiquement. Entre 1976, l'année de découverte du virus au Zaïre, et aujourd'hui, plus de 14 000 personnes en sont mortes. Avec un pic lors de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, entre décembre 2013 et novembre 2015. Épidémie qui a fait 12 000 morts, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Les premières épidémies d'Ebola, elles étaient vraiment limitées dans l'espace et le temps. Elles touchaient au plus 200-300 personnes, mais avec des mesures d'isolement, avec la quarantaine, et puis c'est terrible à dire, mais 80% des patients mouraient, et des épidémies finalement, après avoir décimé quelques villages, s'éteignaient d'elles-mêmes. On arrivait à bout de ces épidémies. La nouveauté, ça a été l'épidémie d'Afrique de l'Ouest de 2013-2014. D'abord parce qu'Ebola est apparu à un endroit où on ne l'attendait pas. Les épidémies d'Ebola, typiquement, c'était en RDC ou les pays voisins. Là, elle démarre à la frontière entre Guinée, Sierra Leone et Libéria. Et puis c'est une épidémie qui a pris une ampleur très différente des précédentes parce qu'on était dans une zone transfrontalière avec un grand marché, des populations qui circulent et qui sont allées vers les capitales. Actuellement en République démocratique du Congo, le virus sévit au Nord Kivu, malgré la vaccination et les nouveaux traitements mis en place. On est dans des zones qui deviennent plus peuplées, finalement on arrive à toucher des villes de 1 million d'habitants et des populations qui restent mobiles, plus nombreuses, qui se déplacent. Mais ce qui rend la gestion de cette épidémie très difficile est le contexte local avec des conflits armés, des milices qui déjà terrorisent les populations dans la région, s'en prennent éventuellement aux centres de traitement. Il y a des hôpitaux de Médecins sans frontières qui ont été attaqués. Suivi des contacts des personnes touchées par Ebola. Ce qui est important après, c'est de suivre leurs contacts pour voir si elles vont développer la maladie. Et tout ce travail-là est rendu très difficile dans une région où les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Au rayon des fièvres hémorragiques, la fièvre Marbourg, découverte en 1975, dont le réservoir est aussi le singe, a tué jusqu'à aujourd'hui 465 Africains. La fièvre de Lassa, identifiée pour la première fois en 1969 au Nigeria, a connu quelques bouffées épidémiques limitées en Afrique de l'Ouest et fait 5000 décès par an. Des épidémies de chikungunya ont été détectées en 2000 en RDC, en 2006 au Sénégal et au Cameroun, en 2007 au Gabon. Le virus de la dengue est endémique sur le continent et depuis 10 ans, 3 épidémies ont été déclarées en Côte d'Ivoire, au Burkina et en Égypte. Enfin, la fièvre jaune tue en moyenne 30 000 personnes par an. Pour ces 3 maladies, le réservoir est le moustique Aedes.
Aedes aegypti, il est devenu exclusivement anthropophile. Maintenant, il ne se nourrit plus que sur l'homme. C'est pour ça qu'il est venu s'établir dans les zones périphériques de ces grandes métropoles, là où il trouve l'eau pour le développement des larves. Ils veulent de l'eau propre. C'est soit des grandes jarres dans lesquelles vous recueillez de l'eau de pluie, mais ça peut être aussi tous les petits récipients qui vont faire le lit pour les larves de ce moustique. Et maintenant, le moustique, il est là et il attend qu'on lui amène des virus pour les transmettre. La fièvre jaune connaît une recrudescence actuellement dans l'Afrique et l'Amérique latine. Et en Afrique, il y a eu une épidémie importante en Angola et en République démocratique du Congo il y a entre 1 et 2 ans. Si une épidémie vraiment majeure se déclarait, les productions vaccinales sont en baisse. On étudie aujourd'hui des protocoles qui permettraient d'utiliser des doses plus faibles. On pense à 1/5 de la dose pour protéger en cas d'épidémie parce qu'on n'aurait pas assez de vaccins. Des virus surprises, catalyseurs d'angoisse, mais qui, si on fait le compte, vont tuer bien moins que ce que les chercheurs appellent entre eux les big killers. 1000 à 2000 décès par jour. Ces grandes tueuses sont le sida, le paludisme, la tuberculose et les hépatites virales. Le sida, par exemple, ce sont encore plus de 670 000 morts par an sur le continent. Le paludisme, plus de 400 000. 400 000 aussi pour la tuberculose. Pour l'hépatite, difficile d'avoir des données précises, car l'Organisation mondiale de la santé estime qu'au niveau planétaire, seuls 9% des malades touchés par l'hépatite B et 20% de ceux touchés par l'hépatite C savent qu'ils ont contracté le virus. Ce sont les hépatites B et les hépatites C qui existent sous des formes chroniques, qu'on garde à vie, et qui peuvent amener à des complications comme la cirrhose, le cancer du foie. C'est des maladies silencieuses, c'est des incubations très longues qui vont prendre 20 ans, 30 ans, peu visibles. Les patients meurent dans un tableau pas toujours très bien défini, d'un cancer du foie, d'une maladie qui les amaigrit beaucoup, mais qui n'est pas forcément nécessairement identifiée. Et puis si on en parle moins dans les pays industrialisés, là je parle essentiellement de l'hépatite B, c'est peut-être parce qu'on est moins touché nous-mêmes. Autant avec le sida, les hépatites C qui ont touché l'Europe, les États-Unis, ces maladies sont devenues d'actualité et on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas simplement présentes dans les pays industrialisés, mais aussi en Afrique ou dans les pays d'Asie. Autant l'hépatite B qui aujourd'hui est de façon prédominante en Afrique de l'Ouest notamment, et puis aussi en Asie, moins dans nos pays, et de fait on en parle moins. Pour l'hépatite B, il existe un vaccin, et qui est maintenant de plus en plus utilisé, qui va sauver les générations futures. Maintenant, il y a des gens qui étaient infectés auparavant, qui sont infectés chroniques. Là, on est dans des centaines de milliers d'individus, et même pour l'hépatite B, ça se compte en centaines de millions. Et c'est ceux-là qui vont éventuellement développer des cancers et pour lesquels le traitement de l'hépatite B serait nécessaire, mais c'est un traitement à vie difficile à mettre en place. Chaque année sur le continent, plus de 400 000 enfants meurent d'infections respiratoires, plus de 250 000 du paludisme, plus de 230 000 de maladies intestinales, 71 000 de la méningite, 68 000 du sida et 43 000 de la rougeole, soit plus de 720 000 victimes annuelles de ces maladies. Les chercheurs l'ont observé, depuis les années 80, on compte une épidémie par an et une épidémie grave tous les 5 ans. Le critère étant l'impact sociétal et économique et pas seulement le nombre de morts. Des phénomènes impossibles à anticiper. Sur déjà l'émergence de nouveaux virus, on doit être modeste. L'expérience nous a appris dans les 20 dernières années qu'on n'a jamais été capable de prédire où et quand surviendrait une épidémie. Donc là, je parle à l'échelle planétaire, mais ça concerne aussi l'Afrique. Le meilleur exemple en Afrique, c'est l'épidémie d'Ebola, qu'on attendait en Afrique centrale et qui a démarré en Afrique de l'Ouest pour l'épidémie la plus importante. Donc notre stratégie, même si on réfléchit à des modèles d'anticipation, de façon très pragmatique, c'est plutôt de renforcer les capacités de surveillance dans les pays africains, notamment les plus pauvres, qui n'ont pas des capacités à détecter aujourd'hui des foyers de cas anormaux d'une nouvelle pathologie, pour que si un nouveau virus émerge, on puisse se rendre compte rapidement qu'il y a une situation anormale. En cas d'épidémie, l'OMS a mis en place le GOARN, un réseau d'alerte et d'action. Mais pour cela, il faut faire remonter l'ensemble des signaux d'alerte. Les pays d'ailleurs aujourd'hui doivent le faire, c'est le règlement sanitaire international l'impose. Comme il n'y a pas de sanctions
les pays parfois ne déclarent pas leurs épidémies. Il y a un autre système de recueil d'informations qui est basé sur la recherche de mots-clés sur Internet, avec des moteurs de recherche qui vont identifier si des gens sur les réseaux sociaux échangent autour de symptômes. Et quand tout ça arrive de façon regroupée dans une zone géographique, ces moteurs de recherche capturent le signal. L'OMS est informée et l'OMS à ce moment-là demande à ses équipes localement, au bureau local de l'OMS dans le pays considéré, de voir avec le ministère de la Santé s'il n'y aurait pas quelque chose d'anormal en train de se passer dans ce pays. Et ça détecte, en tout cas jusqu'à récemment, plus de la moitié des alertes vérifiées d'épidémies débutantes. Pour un pays touché par une épidémie, identifier un phénomène anormal, faire remonter l'information et prendre la décision d'en informer l'OMS est encore délicat pour l'image du pays à l'international et l'impact économique ou touristique. Lors de l'épidémie d'Ebola en 2014, il a fallu 3 mois aux autorités guinéennes pour alerter l'OMS. Selon des chercheurs, si les super propagateurs du virus avaient été complètement identifiés, près des 2 tiers des infections auraient pu être évitées.